Tout commence ici. Pas dans ton compte en banque, pas dans les connexions que tu accumules, pas dans les opportunités que tu attends. Tout commence dans l'espace entre tes deux oreilles, dans ce silence que tu traverses quand personne ne te voit, dans ce que tu te répètes quand la nuit tombe et que le monde se tait, dans ce réflexe intérieur qui décide à ta place si tu avances ou si tu recules. Tu crois choisir ta vie. En réalité, tu réponds à des automatismes, des peurs enfouies, des habitudes mentales héritées, des réflexes émotionnels que tu n'as jamais vraiment examinés. Et tant que tu ne les regardes pas en face, ce sont eux qui tiennent les rênes. Regarde ta vie sans te mentir. Combien de fois as-tu figé alors que tu savais exactement quoi faire ? Combien de fois as-tu reculé d'un pas alors que la porte était grande ouverte devant toi ? Combien de fois as-tu éteint un élan intérieur avec une pensée ordinaire ? Pas maintenant, pas encore, ce n'est pas le bon moment. Ce n'était pas une stratégie, c'était un automatisme, une commande ancienne exécutée sans que tu t'en rendes compte. Pense à cet homme brillant que tu connais peut-être ou que tu es peut-être. Il a tout pour avancer. L'intelligence est là, la vision est là, la volonté semble là. Mais dès qu'il doit se montrer, dès qu'il doit prendre la parole, proposer une idée, signer une décision, quelque chose se referme en lui comme une porte blindée. Son esprit fabrique des films catastrophes en quelques secondes. Il recule, il attend, il se convainc qu'il se prépare encore. 5 ans passent, 10 ans. Il est toujours au même point, pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'a jamais appris à cesser d'obéir à sa peur. Tu ne manques pas de potentiel, tu manques de stabilité intérieure. Et cette distinction change tout. Tu t'es peut-être convaincu que l'obstacle est dehors, la concurrence qui s'intensifie, le marché qui se ferme, l'économie qui vacille, les autres qui ont plus de chance. C'est une pensée réconfortante, mais c'est une pensée fausse. Le vrai combat commence bien avant que le monde te teste. Il commence dans la fraction de seconde où une émotion te traverse et où tu décides, consciemment ou non, si tu lui obéis ou si tu choisis autrement. La majorité confond signal et vérité. Quand la peur surgit, il conclut que la situation est réellement dangereuse. Quand le doute monte, il conclut qu'ils ne sont vraiment pas prêts. Quand la tension apparaît, il conclut qu'il faut fuir. Ils ont transformé l'émotion en oracle alors qu'elle n'est qu'un signal biologique, une information du corps, pas une instruction de vie. Ton cerveau est ancien. Il a été façonné pour survivre, pas pour bâtir une vie ambitieuse dans un monde complexe. Il fuit naturellement l'incertitude. Il déteste l'exposition. Il évite le risque comme un réflexe de protection. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un héritage évolutif. Mais si tu laisses ce système gouverner une existence moderne, financièrement exigeante, tournée vers la création, tu vivras en décalage permanent entre ce que tu pourrais être et ce que tu te permets d'être. La peur n'est pas ton problème. Ton obéissance à la peur l'est. Quand tu cèdes à une émotion, tu lui donnes de la puissance. Elle revient plus vite, parle plus fort, occupe plus de place. Sans que tu t'en rendes compte, ton identité se transforme lentement. Tu deviens quelqu'un qui évite, puis quelqu'un qui hésite par habitude, puis quelqu'un qui regrette en silence. À l'inverse, quand tu ressens une émotion sans lui confier le volant, quelque chose de fondamental se déplace en toi. Tu observes, tu respires, tu choisis. Et dans cet instant précis, même minuscule, ton identité se reprogramme. Ce n'est pas la confiance qui transforme une vie, c'est la capacité d'agir sans attendre de se sentir confiant. Voici une image que je veux que tu gardes avec toi. Une femme devait négocier une augmentation qu'elle savait mériter. La peur était là, réelle, physique. Sa voix portait une légère vibration. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Mais elle a parlé quand même. Pas avec un courage de cinéma, simplement avec clarté, avec sa vérité. Elle est sortie de cette salle avec plus d'argent dans son contrat, oui, mais surtout avec quelque chose que personne ne peut lui retirer, le respect d'elle-même. À partir de ce jour,
quelque chose a changé dans sa façon d'avancer. Pas parce qu'elle était devenue une autre personne, parce qu'elle avait cessé de laisser la peur signer à sa place. Ce premier chapitre t'enseigne une loi que tu devras relire souvent. Tu ne deviens pas fort le jour où tu ne ressens plus la peur. Tu deviens fort le jour où la peur cesse de décider pour toi. Regarde autour de toi les personnes que tu admires vraiment. Elles sont rarement les plus talentueuses dans leur domaine. Ce sont les plus stables. Celles qui tiennent sous pression sans changer de forme. Celles qui ne s'effondrent pas à la première critique sévère. Celles qui ne redeviennent pas quelqu'un d'autre à chaque échec. La stabilité intérieure est une puissance que l'excitation ne peut jamais imiter. Pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce qui t'arrête vraiment aujourd'hui? Ce n'est pas le manque de temps, tu en perds chaque jour sur des choses qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas le manque d'idées, tu en as probablement trop. Ce n'est pas le manque d'outils, tu sais où les trouver. Ce qui t'arrête, c'est un dialogue intérieur que tu n'as jamais remis en question. Je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas assez compétent, je vais échouer, on va me juger, ce n'est pas le bon moment. Ces phrases ne sont pas des vérités, ce sont des scripts anciens, et un script peut être réécrit. Comprends ceci avec précision, ce n'est pas le monde qui limite ton audace, c'est ton interprétation émotionnelle du monde. Tu marches dans la même réalité que d'autres qui avancent pendant que tu hésites. La réalité n'est pas différente, c'est ta lecture intérieure de cette réalité qui l'est. Ce premier chapitre marque le début d'une guerre silencieuse. Toi contre tes automatismes, toi contre ton ancien programme. Et cette guerre ne se gagne pas avec un surplus de motivation, elle se gagne avec de la lucidité. À partir d'aujourd'hui, ton seul travail est simple. Observer avant d'obéir. Sentir avant de réagir. Écouter ce qui monte en toi sans immédiatement lui soumettre. Chaque pause que tu crées entre l'émotion et l'action est un morceau de pouvoir que tu reprends. Tu n'as pas besoin d'éliminer tes peurs. Tu as juste besoin de leur retirer le droit de commander. Demande-toi ce qui serait possible si ton esprit restait stable quand la pression monte, si tu pensais clairement quand les autres paniquent, si tu parlais quand ton cœur s'emballe, si tu décidais quand l'incertitude est totale. Quelle valeur aurait cette vie-là? La vraie confiance n'est jamais spectaculaire. Elle est lente, posée, dense. Elle n'a pas besoin d'impressionner. Elle avance sans se justifier. La majorité des gens cherchent à se rassurer à chaque étape. Les bâtisseurs, eux, cherchent à se structurer. Et cette structure commence ici, dans ta capacité à ne plus être gouverné par ton système émotionnel. Ce chapitre n'est pas un discours pour te faire sentir invincible. C'est un miroir pour te rendre lucide. Tu ne perdras pas ta vie par manque de talent. Tu la perdrais uniquement si tu refuses de reprendre le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. À partir d'ici, chaque fois que tu hésites, pose-toi une seule question. Est-ce que je choisis vraiment ou est-ce que je réagis? Cette question seule peut réorienter une trajectoire entière. Parce qu'un homme qui choisit ne subit plus. Et un homme qui ne subit plus devient très rapidement une force que rien ne peut facilement contenir. Si tu veux aller plus loin dans cette transformation intérieure, abonne-toi à Succès Livre Audio. Une playlist complète t'attend dans la description pour continuer ce travail. La majorité des gens ne se trahit pas par de grandes défaillances visibles. Elle se trahit par de petites négligences répétées, des promesses non tenues dans le silence, des décisions indéfiniment reportées, des engagements intérieurs piétinés sans témoin. Je commence lundi, je m'y mets après les vacances, je reprendrai à la rentrée. À force de ces petits reculs, l'esprit apprend quelque chose de dévastateur. Ta parole n'a pas de valeur, et un esprit qui ne croit plus en ta parole ne te respectera jamais profondément. La confiance en soi ne naît pas d'un discours inspirant un dimanche soir, elle naît d'un historique. Un historique de décisions suivies d'actes,
un historique de promesses tenues, surtout quand personne ne regarde et que rien ne t'y oblige. Imagine deux hommes qui décident de se lever plus tôt chaque matin pour travailler sur ce qui compte vraiment. Le premier repousse l'alarme le premier jour. Il se trouve une raison brillante. Il fait pareil le deuxième jour. Au troisième, ce n'est plus un choix conscient. C'est devenu une identité. Il est devenu quelqu'un qui ne se lève pas quand il a décidé. Le second se lève malgré la fatigue, malgré le confort du lit, pas par héroïsme, par fidélité à lui-même. 3 mois plus tard, il ne doute plus de sa capacité à tenir. Il ne doute plus parce qu'il a des preuves. Tu ne doutes pas parce que tu es fondamentalement faible. Tu doutes parce que tu t'es habitué à ne pas te tenir. Chaque fois que tu te trahis, tu crées une fissure invisible dans ton fondement intérieur. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu poses une pierre. Ton futur dépend entièrement de l'accumulation invisible de ces pierres, posées une par une, dans le silence et sans applaudissements. Personne ne devient solide par hasard, on le devient par répétition. Beaucoup cherchent la discipline comme on cherche une émotion. Ils attendent le déclic, la vague de motivation, l'envie soudaine d'agir. Ils confondent la discipline avec l'excitation. La discipline ne ressent rien, elle exécute. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois juste devenir prévisible pour toi-même, fiable dans ton propre système intérieur. Un homme imprévisible avec lui-même reste une proie permanente. Un homme fiable devient un socle sur lequel tout peut se construire. Observe quelque chose de brutal en toi. Tu respectes plus facilement un contrat signé avec quelqu'un d'autre qu'un engagement pris avec toi seul. La raison est simple. Tu as peur des conséquences sociales. Tu n'as pas vraiment peur de te décevoir. Et c'est précisément là que tout se joue. Tu dois redevenir quelqu'un qui redoute de se mentir, quelqu'un pour qui la trahison intérieure coûte plus cher que n'importe quelle pression extérieure. Ce chapitre demande un changement simple en apparence et radical en profondeur. Tu ne prends plus d'engagement que tu sais d'avance pouvoir contourner. Tu réduis la taille de tes promesses, mais tu les honores sans exception, sans négociation, sans mise en scène. Moins de promesses, plus d'exécution. Ce seul changement fait basculer une trajectoire. Tu penses que la puissance vient de l'amplitude des objectifs ? Elle vient de la cohérence quotidienne. Un homme cohérent devient redoutable parce qu'on peut prédire sa tenue. Et ce qui est prévisible dans l'effort devient totalement imprévisible dans ses résultats. Un sportif décide un jour de s'entraîner 15 minutes par jour, pas davantage. Son entourage sourit, trop peu, trop court, pas sérieux. Mais il tient chaque jour, sans jamais négocier. 4 mois plus tard, il a dépassé ceux qui s'entraînaient par vagues violentes, puis disparaissaient pour récupérer. Ce n'est pas la quantité qui a tout changé, c'est la continuité. La continuité est un avantage que presque personne n'exploite vraiment. La majorité fonctionne en cycle émotionnel. Motivation, action, épuisement, abandon, retour de honte, nouvelle motivation, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle chute. Les rares fonctionnent par mécanique intérieure. Décision, action, 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 sans drame, sans pause émotionnelle inutile, sans théâtre. Ce chapitre t'invite à transformer ton rapport à l'effort. Tu ne fais plus les choses quand tu en as envie. Tu les fais parce que tu as décidé. Et cette nuance change la nature entière de ton avancée. L'envie est capricieuse, elle vient et repart selon le vent. La décision, elle, est souveraine. À partir de ce moment, tu ne te demandes plus comment être plus motivé. Tu te demandes comment rendre l'abandon plus difficile que l'effort. Tu simplifies les choix qui comptent, tu automatises l'essentiel, tu réduis les négociations internes au minimum. Moins ton esprit débat, plus ta vie avance. Tu n'as pas besoin d'une force surhumaine, tu as besoin d'une friction minimale sur ton chemin.
Préparer tes affaires la veille. Définir tes heures de travail à l'avance. Réduire les options disponibles quand tu dois produire. Couper les chemins vers la distraction. Ces outils semblent insignifiants. Ils sont en réalité des armes silencieuses. Chaque décision que tu rends automatique te libère de centaines de micro-fatigues invisibles. Et cette énergie récupérée devient du carburant pour ce qui compte vraiment. Beaucoup s'épuisent non pas parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils décident et redécident chaque chose toute la journée. Ils négocient avec eux-mêmes à chaque geste. À la fin de la journée, ils sont vides. Pas parce qu'ils ont trop produit, parce qu'ils ont trop hésité. L'hésitation est une hémorragie d'énergie silencieuse. Ce chapitre te demande de devenir fidèle à de petites règles concrètes. Pas à une vision abstraite qui te donne frisson le dimanche soir, à des actes basiques, répétables, vérifiables. Te lever à l'heure que tu as décidé, finir ce que tu commences, honorer tes engagements même quand personne ne sait que tu les as pris, couper ce que tu as dit vouloir couper. Ces gestes n'impressionnent personne autour de toi. Ils transforment ton identité en profondeur dans le silence qui précède tout résultat visible. Un homme qui se respecte dans l'invisible finit toujours par être respecté dans le visible. Tu dois accepter une vérité dure à ce stade. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois changer ta relation à ta propre parole. Tout le reste suivra avec une logique implacable. Quand ton esprit comprend que tu ne recules plus, il cesse de te tester. Il cesse de t'attaquer de l'intérieur. Il devient progressivement ton allié. Et un esprit allié peut déplacer des choses que tu croyais inamovibles. Tu ne seras pas parfait, tu rateras parfois. Mais la différence fondamentale est là. Tu ne te raconteras plus d'histoire. Tu rates, tu regardes, tu ajustes, tu continues. Sans flagellation, sans excuses construites, sans mise en scène de la souffrance. Ce fonctionnement est celui des trajectoires longues. Ce deuxième chapitre est peut-être le moins spectaculaire de tous pour l'ego, et c'est précisément pour cela qu'il est le plus puissant. Il ne te promet rien de brillant à court terme, il te promet quelque chose que très peu d'êtres atteignent réellement. Devenir irréprochable envers toi-même. Et quand tu le deviens, l'extérieur s'aligne, avec un retard inévitable, mais avec une certitude absolue, parce que le monde finit toujours par traiter un homme exactement comme il se traite lui-même en secret. À partir d'ici, tu ne chercheras plus à te motiver, tu chercheras à te prouver, pas aux autres, à toi. Et quand tu te prouves chaque jour, même dans l'ennui, même dans la fatigue, même dans le doute profond, alors la confiance n'est plus une idée, elle devient une conséquence naturelle de qui tu es devenu. Tu crois que ta réussite dépend principalement de ta volonté. C'est une croyance répandue, rassurante et profondément inexacte. Ta réussite dépend avant tout de ce que ton quotidien te permet ou t'interdit, sans jamais te demander ton avis. La volonté s'use, l'environnement, lui, agit en silence, sans relâche, sans fatigue. Regarde ta journée depuis le début, ce que tu vois en premier le matin, ce que tu entends dans les premières heures, ce que tu consommes, ce que tu touches, ce qui remplit tes yeux et tes oreilles. Tout cela te programme, que tu le veuilles ou non. La majorité des gens tentent de devenir solides dans un cadre qui les affaiblit. Ils veulent de la rigueur dans le chaos, de la concentration dans le bruit permanent, de la clarté dans la saturation d'informations inutiles. Ils luttent, ils forcent, ils s'épuisent. Et au bout du compte, ils concluent qu'ils manquent de discipline. En réalité, ils ont simplement oublié de choisir leur terrain. Un homme voulait reprendre le contrôle de son temps et de sa concentration. Il travaillait dans la pièce principale de son appartement, entouré de bruit, de notifications, d'écrans allumés en permanence. Il luttait contre lui-même, chaque heure. Un jour, il a fait une seule chose.
Il a transformé un coin oublié de son espace en zone de travail épurée. Une table sobre, une chaise, un carnet, rien d'autre en vue. En quelques jours, sa capacité à produire a changé radicalement. Il n'était pas devenu plus discipliné, il avait cessé de placer des obstacles invisibles sur son propre chemin. Ton environnement est un partenaire silencieux. Il travaille soit pour toi, soit contre toi, à chaque heure de ta journée. Tu ne peux pas demander à ton cerveau de résister indéfiniment à ce que tu places sous ses yeux. Il finit toujours par céder. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est de la biologie fondamentale. Ce que tu vois oriente ce que tu désires. Ce que tu entends façonne ce que tu crois possible. Ce que tu fréquentes détermine ce que tu considères normal. Tu veux changer de trajectoire ? Commence par changer ce qui nourrit ton esprit, heure par heure. Beaucoup rêvent d'un destin différent tout en maintenant des habitudes identiques. C'est mathématiquement impossible. L'avenir est la somme des répétitions, jamais la récompense des souhaits. Tu ressembles fatalement à ce que tu fréquentes régulièrement. Si tu fréquentes le bruit, tu deviens dispersé. Si tu fréquentes la plainte, tu deviens passif. Si tu fréquentes l'exigence, tu deviens solide. L'environnement n'élève pas par discours, il élève par pression constante et silencieuse. Tu veux devenir quelqu'un de précis ? Installe-toi dans des espaces précis. Tu veux devenir quelqu'un de calme ? Construis des rythmes calmes autour de toi. Tu veux développer une pensée orientée vers la construction ? Entoure-toi de personnes qui traitent les obstacles comme des informations, pas comme des condamnations. Beaucoup restent figés parce qu'ils vivent immergés dans des discours qui rétrécissent la vision. Des discours pauvres en responsabilité, pauvres en perspective, pauvres en possibilités réelles. On parle toujours de ce qui manque, jamais de ce qui se construit. On analyse les blocages sans jamais regarder les leviers. Un jeune homme gagnait correctement sa vie, mais stagnait intérieurement. Autour de lui, chaque conversation devenait un réquisitoire. Contre les patrons, contre le système, contre l'économie, contre les autres. Il se croyait différent de son entourage. Mais ses résultats ne bougeaient pas. Un jour, par une série de circonstances, il a commencé à fréquenter des personnes différentes. Pas des personnes parfaites, des personnes qui parlaient d'opportunités saisies, d'erreurs assumées, d'actions concrètes. 3 ans plus tard, il ne pensait plus pareil, il ne parlait plus pareil, sa vie ne fonctionnait plus pareil. Il n'avait pas changé de cerveau, il avait changé l'air qu'il respirait chaque jour. L'air que tu respires conditionne ta pensée bien plus que tu ne le mesures. L'environnement, ce n'est pas uniquement les personnes qui t'entourent, c'est aussi tout ce que tu consommes, les informations que tu laisses entrer, les images que tu regardes, les contenus que tu absorbes, les réseaux qui remplissent tes moments de pause. Si tu passes des heures à te nourrir de drames, d'excès, de peurs, de moqueries et de comparaisons stériles, ne t'étonne pas de porter un esprit tendu, méfiant, agité. Ton cerveau ne distingue pas ce que tu vis de ce que tu regardes avec intensité. Il enregistre tout comme expérience réelle. Tu nourris ton esprit à chaque heure. La seule question qui compte est celle-ci. Avec quoi ? Si tu nourris la comparaison, tu récoltes l'envie destructrice. Si tu nourris la colère, tu récoltes l'agitation permanente. Si tu nourris la construction, tu récoltes la lucidité. Tu ne peux pas devenir puissant dans un environnement qui t'anesthésie progressivement. Ce chapitre demande une décision nette et non négociable. Tu dois redevenir l'architecte conscient de ton cadre de vie. Ce que tu laisses entrer, ce que tu refuses résolument, ce que tu rends difficile d'accès, ce que tu rends évident et immédiatement disponible. Tu veux lire davantage ? Laisse des livres à portée de main, visibles, ouverts. Tu veux t'entraîner avec régularité ? Laisse ton matériel prêt la veille. Tu veux produire davantage ? Coupe les raccourcis vers le divertissement qui ne t'apporte rien.
L'homme puissant ne dépend pas uniquement de sa volonté, il dépend de ses systèmes. Les systèmes gagnent là où la motivation capitule. Tu ne seras pas discipliné chaque jour de ta vie, mais tu peux construire un cadre qui agit même quand tu es épuisé, même quand tu n'as plus envie de rien. C'est cela l'intelligence stratégique appliquée à ta propre existence. Beaucoup cherchent une transformation intérieure profonde, sans jamais toucher à leur environnement extérieur. Ils veulent changer sans déplacer quoi que ce soit autour d'eux. Or, ce qui traîne dans ta vie te façonne chaque jour avec plus de force que ce que tu affirmes vouloir devenir. L'environnement, c'est aussi ton rapport au temps. Ton emploi du temps est un territoire. Si tu le laisses ouvert au hasard, le hasard en prendra possession. Si tu le structures, tu reprends le contrôle de ta trajectoire. Un agenda entièrement flou n'est que rarement un signe de liberté. C'est souvent un signe de dérive silencieuse. Quand tout est vague, l'énergie se disperse en tous sens. Quand tout est cadré, l'énergie se concentre là où elle produit quelque chose de réel. Tu n'as pas besoin d'un planning rigide à la minute près. Tu as besoin d'un rythme non négociable. Certaines heures sont sacrées pour l'effort, pour la réflexion, pour la création. Tout le reste s'organise autour de ces piliers. Ce chapitre t'invite à cesser d'être un homme courageux dans un cadre médiocre pour devenir un stratège dans un espace exigeant. Tu ne dois plus te demander si tu es assez fort. Tu dois te demander si ton environnement te rend plus fort ou plus faible chaque jour qui passe. Parce qu'au bout de 2 ans, l'environnement gagne toujours contre la simple intention. Les hommes qui réussissent durablement ne sont pas ceux qui possèdent le plus de volonté. Ce sont ceux qui ont le mieux réduit la part du hasard dans leur quotidien. Ils ont moins de tentations à combattre, moins de décisions inutiles à prendre, moins de fatigue mentale accumulée. Et cette économie d'énergie fait toute la différence sur 10 ans. Tu veux changer de trajectoire réellement ? Commence par déplacer les murs autour de toi. Les murs physiques, les murs relationnels, les murs mentaux hérités. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu dois reconfigurer. Ce chapitre marque un virage stratégique. Jusqu'ici, tu t'es renforcé de l'intérieur. Maintenant, tu adaptes le monde autour pour qu'il cesse de te freiner. À partir de là, tu ne lutteras plus seul contre tes faiblesses dans un cadre hostile. Le cadre deviendra ton allié naturel. Et quand ton cadre devient ton allié, ta progression cesse d'être héroïque, elle devient inévitable. L'effort commence enfin à payer sans te vider l'âme. Parce que tu n'avances plus contre ton monde, tu avances avec lui. Et un homme qui avance avec son monde devient très difficile à arrêter. Plus tu progresses, plus tu gagnes en compétences, plus tu deviens visible, plus les résultats se manifestent. Et c'est précisément là que le danger change de nature. Ce n'est plus la peur qui cherche à te freiner, c'est la satisfaction qui tente de t'endormir. Au début, l'ego alimentait ton doute. Maintenant, il veut t'installer dans un confort qui ressemble à de la confiance, mais qui est en réalité une cage dorée. Il te murmure que tu as déjà compris ce que les autres n'ont pas encore saisi, que tu mérites de souffler, que tu peux relâcher sans perdre. Et si tu l'écoutes, tu bascules sans t'en rendre compte du constructeur au gardien de ton image. La vraie confiance est silencieuse. Elle n'a besoin d'être entendue par personne. L'ego, lui, exige une audience. Un entrepreneur sort de l'ombre après plusieurs années de travail intense dans le silence. Les résultats arrivent, les compliments aussi. Les invitations se multiplient. Il commence à parler de ce qu'il a fait plus qu'il ne construit ce qui vient ensuite. Il explique plus qu'il n'exécute. Il présente plus qu'il ne forge. Les résultats stagnent, puis reculent. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se sentait confiant. En réalité, il nourrissait l'ego au détriment de la maîtrise. L'ego te fait croire que parler est une preuve de valeur. La maîtrise, c'est que seule l'œuvre parle vraiment.
À ce stade, tu dois examiner une chose de très près. Comment tu accueilles les compliments? Les prends-tu comme une invitation à continuer ou comme une validation que tu peux désormais t'installer? Te pousse-t-il vers l'avant ou te donne-t-il l'impression d'être arrivé? L'ego adore se sentir arrivé. La maîtrise, c'est qu'on n'arrive jamais vraiment. Dès que tu te sens arrivé, tu cesses de progresser. Dès que tu cesses de progresser, tu recules imperceptiblement. Il n'existe aucun plateau stable dans une vie ambitieuse. Seulement des montées gérées avec lucidité ou des montées progressivement abandonnées par excès de confort. L'ego adore les étiquettes. Entrepreneur, leader, visionnaire, investisseur, expert. Dès que tu t'identifies trop fortement à un titre, tu commences à protéger l'image bien plus que la fonction réelle. Et quand tu protèges l'image, tu acceptes moins facilement l'erreur. Quand tu acceptes moins l'erreur, tu bloques ton propre chemin d'évolution. Les hommes qui restent vraiment dangereux dans le temps acceptent de redevenir maladroits. Ils redeviennent élèves dès qu'ils ont progressé vers un nouveau territoire. Un esprit figé par son propre statut devient vulnérable à tout ce qu'il n'a pas anticipé. Ce chapitre t'impose une vigilance radicale. Méfie-toi de toi-même précisément quand tu commences à te sentir trop certain. La confiance stable te rend calme et ouvert. L'ego déguisé en assurance te rend rigide et fermé. Observe ta réaction à la critique. Si elle t'instruit, ta confiance est saine et réelle. Si elle te blesse jusqu'à l'obstination, l'ego a déjà pris une place importante. La critique n'est pas toujours juste dans son contenu, mais la réaction qu'elle provoque en toi est toujours révélatrice de ton état intérieur réel. À ce stade, ton vrai travail n'est plus d'accumuler des compétences supplémentaires. C'est de maintenir un espace intérieur disponible, un esprit prêt à se remettre en question, une identité qui ne s'accroche pas à ses victoires passées. Ce vide intérieur est rare, et il est la marque des trajectoires qui durent vraiment longtemps. Les carrières brisées n'ont presque toutes été par excès de certitude, pas par manque de talent. Plus tu montes, plus tu dois devenir sobre en toi-même, sobre dans les victoires, sobre dans les échecs, sobre dans la parole, sobre dans les promesses. L'ego promet vite et fort, la maîtrise promet peu et livre toujours. À ce niveau, tu dois surveiller une autre dérive subtile, le besoin impérieux d'avoir raison. Quand tu veux avoir raison plus que tu ne veux progresser, tu as déjà choisi ton camp, celui du confort intellectuel plutôt que celui de l'évolution réelle. Avoir raison procure une satisfaction courte, progresser offre une récompense longue et profonde. Le monde est rempli de personnes qui avaient raison trop tôt et qui ont disparu trop vite parce qu'elles ont cessé de se remettre en question. Ce chapitre t'invite à rester affamé dans l'abondance, curieux dans la réussite, étudiant dans la reconnaissance. Ce sont les seuls états qui protègent de la pétrification intérieure. Tu n'as rien à défendre, tu as tout à affiner. Tu n'as rien à prouver définitivement, tu as tout à approfondir continuellement. Le danger à ce stade n'est plus l'échec, c'est la suffisance. La suffisance te rend prévisible, et tout ce qui est prévisible devient attaquable. Un homme qui reste volontairement apprenant devient impossible à enfermer dans une case. Tu dois aussi comprendre que l'ego se nourrit de comparaisons, les classements, les chiffres, les statuts, les positions relatives. Dès que tu entres dans ce jeu, tu sors du tien. Tu avances sur le terrain défini par les autres et tu perds ta ligne. Ton seul vrai adversaire réel, c'est la version de toi qui se satisfait trop tôt. Ce chapitre est un garde-fou. Il ne t'invite pas à te diminuer, il t'invite à ne pas te figer. À ne pas confondre assurance et immobilité. À ne pas confondre réussite et identité définitive. Tu réussis dans ce que tu fais,
mais tu n'es pas ce que tu fais. Cette distinction sauve des vies, des carrières, des constructions entières. À partir d'ici, chaque succès doit te rappeler avec douceur le chemin qu'il reste. Chaque victoire doit t'ouvrir les yeux sur tout ce que tu n'as pas encore exploré. L'homme vraiment confiant ne se protège pas de l'inconnu. Il s'y expose volontairement. C'est ainsi qu'il reste tranchant. Si tu gardes cet esprit vivant en toi, tu peux avancer très loin sans que ton propre reflet ne devienne ton plafond. Parce que le plus grand piège de l'ascension n'est jamais la chute brutale, c'est de se contempler trop longtemps dans le miroir de ses propres réussites. Avant, tu calculais chaque euro, tu comptais, tu retenais, tu survivais avec ce que tu avais. Maintenant, l'argent commence à circuler plus librement, et c'est précisément ici que beaucoup se détruisent sans jamais comprendre pourquoi. Parce que l'argent ne libère pas, il révèle. Il amplifie ce qui était déjà là, enfoui, en attente d'espace pour s'exprimer. Si tu es désorganisé, il amplifie ton chaos. Si tu es anxieux, il amplifie ta peur. Si tu es instable, il amplifie tes excès. Si tu es structuré, il amplifie ta puissance de construction. Imagine deux hommes qui gagnent soudainement bien au-delà de ce qu'ils ont jamais connu. Le premier accélère immédiatement son niveau de vie. Il s'équipe, il s'offre, il montre. À l'extérieur, tout semble aller dans le bon sens. À l'intérieur, l'angoisse monte à mesure que les charges s'alourdissent. 6 mois plus tard, il n'est pas plus riche. Il est plus fragile qu'avant, avec davantage à perdre et moins de marge pour respirer. Le second garde son niveau de vie intact. Il stocke, il structure, il investit lentement et méthodiquement. 3 ans plus tard, il est dans une position que rien ne peut facilement ébranler. Même point de départ, 2 trajectoires opposées. L'argent n'a pas créé la chute du premier, il a simplement révélé l'absence de structure là où elle aurait dû être construite bien avant. Ce chapitre ne parle pas du montant que tu gagnes, il parle de ce que tu fais avec ce que tu gagnes, de ta relation réelle à l'abondance, de ce que tu fais quand la peur du manque commence à perdre de son emprise sur toi. Beaucoup ne savent pas vivre sans l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. La peur les a tellement structurés pendant des années qu'ils continuent à fonctionner comme si tout pouvait s'effondrer demain. Alors ils consomment vite pour se rassurer. Ils sécurisent mal parce qu'ils réagissent plutôt qu'ils ne planifient. Ils s'agitent sans direction. La peur change de masque avec l'argent, mais elle reste au volant. Tu dois comprendre ceci avec une précision absolue. L'argent est un amplificateur de rythme. Si tu vas vite sans système, tu vas vite dans le mur. Si tu avances lentement avec un système solide, tu te diriges lentement mais sûrement vers une domination silencieuse. L'argent respecte la patience. Il punit la précipitation avec une régularité implacable. À ce niveau, tu dois construire 3 piliers fondamentaux: la réserve, la clarté et la discipline. La réserve te donne de l'air quand la pression monte. La clarté te donne une direction quand les tentations se multiplient. La discipline te donne la durée quand l'euphorie voudrait tout accélérer. Sans réserve, tu paniques au premier imprévu. Sans clarté, tu dépenses dans toutes les directions. Sans discipline, tu perds même quand tu gagnes. Observe ton réflexe quand l'argent touche tes mains. Est-ce que tu te rassures immédiatement en dépensant? Est-ce que tu montres pour prouver quelque chose? Est-ce que tu caches par honte ou par peur d'être mal jugé? Chaque geste financier est une confession psychologique. Tu ne gères jamais simplement de l'argent, tu gères toujours ta relation profonde à la sécurité. Et cette relation porte souvent les cicatrices du passé. Certains dépensent pour se sentir forts enfin, d'autres pour se sentir normaux parmi les leurs, d'autres encore pour se sentir aimés ou libres. Très peu dépensent de façon véritablement stratégique. La majorité utilise l'argent comme un anesthésiant. Les bâtisseurs l'utilisent comme un levier de construction. À ce stade, tu dois apprendre à ralentir volontairement quand les chiffres montent, ralentir tes décisions importantes,
ralentir tes engagements financiers, ralentir tes promesses faites dans l'enthousiasme. Tu dois devenir plus froid au moment précis où tout t'invite à t'emballer. L'euphorie est un piège plus traître que la peur. La peur freine et te protège parfois. L'euphorie, elle, te rend aveugle à ce qui devrait pourtant être évident. Tu dois aussi transformer ton rapport à la perte. Avant, perdre te terrifiait au point de te paralyser. Maintenant, tu dois apprendre à perdre consciemment, à risquer sans trembler, mais avec mesure, avec des limites définies avant même de commencer. Un homme que la peur de perdre paralyse ne gagnera jamais vraiment grand. Un homme qui accepte de perdre sans se dissoudre devient redoutable. Mais accepter de perdre ne signifie pas jouer à l'aveugle. Cela signifie mesurer. Mesurer le risque réel, mesurer l'impact possible, mesurer le pire scénario, mesurer la sortie avant d'entrer. Ce chapitre t'apprend que l'argent exige un sang-froid supérieur à celui que demandait la pauvreté. La pauvreté t'a appris à survivre, l'abondance t'apprend à maîtriser. Ce sont deux écoles radicalement différentes, et très peu de personnes réussissent la transition entre les deux sans perdre leur axe. L'honnêteté aussi devient plus difficile avec l'argent. Il est facile de se raconter que c'est une récompense méritée, que tu compenses des années de frustration et de sacrifice. Tout cela est parfois vrai. Mais si tu t'en contentes, tu arrêtes de construire. La richesse sans construction devient une anesthésie progressive. Tu dois donc poser une règle simple et non négociable. Chaque ressource qui entre doit soit renforcer ta réserve, soit renforcer ta capacité à produire davantage. Tout ce qui n'entre dans aucune de ces deux catégories mérite d'être examiné avec sérieux. Ce n'est pas une règle d'avarice, c'est une règle de souveraineté. Un souverain pense en territoire construit, pas en plaisir consommé. L'argent t'oblige aussi à redéfinir la nature de tes liens. Ceux qui t'aimaient quand tu n'avais rien, ceux qui te respectent quand tu gagnes, ceux qui te flattent quand tu dépenses. Tu dois apprendre à sentir la différence sans devenir dur, mais sans devenir naïf non plus. L'argent révèle la véritable nature des liens qui t'entourent. Et il révèle aussi la tienne propre. À ce niveau, tu dois également apprendre à laisser l'argent travailler plus que toi. Ce n'est plus uniquement toi qui dois courir après chaque opportunité. Ce sont tes systèmes qui doivent le faire. Tes structures, tes investissements, tes créations qui continuent d'exister même quand tu t'arrêtes. Tu passes d'un monde fondé sur l'effort pur à un monde fondé sur l'ingénierie patiente. Si tu continues à te définir uniquement par l'effort, alors que l'abondance est là, tu mourras épuisé dans une vie pourtant riche en apparence. Ce chapitre est un basculement. Tu ne travailles plus uniquement pour gagner, tu commences à travailler pour ne plus jamais perdre ton axe intérieur quand tu gagnes. Et c'est ici que se joue la différence entre les riches nerveux et les riches souverains. Les premiers vivent sous tension permanente. Les seconds vivent sous autorité intérieure calme. À partir de maintenant, l'argent ne doit plus jamais dicter ton état intérieur, ni quand il entre, ni quand il sort. S'il te rend arrogant à son arrivée, tu as déjà perdu quelque chose d'essentiel. S'il te rend peureux à sa sortie, tu es encore prisonnier de l'ancienne version de toi. Quand l'argent entre dans une structure calme et préparée, il devient un outil de construction massive. Quand il entre dans un esprit agité et sans direction, il devient un accélérateur de chute. Ce ne sont pas tes revenus qui te rendent libre, c'est la façon dont tu restes libre quand les revenus arrivent. Et très peu d'êtres apprennent cela avant d'avoir tout risqué une première fois et tout perdu temporairement. Toi, tu viens de l'apprendre avant. Tant que tu étais discret, tu étais dans une forme de liberté naturelle. Tu pouvais essayer, te tromper, recommencer sans que personne ne comptabilise vraiment. Maintenant que tu avances, que tu montes, que les résultats se voient, quelque chose se transforme autour de toi. Les regards se posent,
les attentes apparaissent, les projections des autres commencent à peser. Et si tu n'y prends pas garde, tu passeras imperceptiblement d'un homme qui avance librement à un homme qui performe pour un public. Le regard des autres est subtil dans sa mécanique. Il n'ordonne rien ouvertement, il oriente. Au début, c'est flatteur, on te complimente, on te demande conseil, on parle de toi en bien, tu te sens reconnu. Et sans même t'en rendre compte, tu ajustes légèrement ton comportement à chaque interaction. Tu fais un peu moins ce qui dérange, un peu plus ce qui plaît. Ce n'est pas visible de l'extérieur, c'est progressif, presque imperceptible. Mais à la fin, ce n'est plus toi qui avance, c'est ton image qui avance à ta place. Un créateur construit sa réussite dans la discrétion pendant des années. Puis le succès arrive avec son cortège d'abonnés, d'avis, d'attentes formulées ou silencieuses. Il commence à adapter ce qu'il crée pour correspondre à ce qu'il a déjà construit. Il cesse de risquer les tournants inattendus. Il entre dans la répétition de ce qui a été applaudi. Ses résultats stagnent, son esprit aussi. Il n'est pas tombé, il s'est figé sous le poids du regard. Le regard peut être un moteur, il peut aussi devenir une prison. Tant que tu agis à partir de ta propre vision, tu restes vif et imprévisible. Quand tu agis pour rester cohérent avec ce que les autres attendent de toi, tu deviens prévisible. Et tout ce qui est prévisible est remplaçable. Le regard des autres agit sur 3 leviers invisibles et puissants. La peur de décevoir ceux qui croient en toi, le besoin d'être validé pour continuer, l'angoisse d'être mal jugé par ceux que tu respectes. Ces 3 leviers peuvent contrôler un homme extrêmement intelligent sans jamais le contraindre ouvertement. Tu n'obéis pas à un ordre, tu anticipes. Tu te censures avant même qu'on te critique, tu te modifies avant même qu'on t'attaque, tu te listes avant même qu'on te conteste. Et c'est ainsi que l'homme fort devient acceptable, puis fade, puis interchangeable avec d'autres. Le monde ne brise pas les hommes solides frontalement, il les adoucit progressivement. La vraie indépendance commence le jour où tu peux déplaire sans trembler intérieurement, où tu peux être mal compris sans ressentir le besoin immédiat de te justifier, où tu peux être critiqué sans te rétrécir pour rentrer dans le moule qu'on t'impose. Si ton identité profonde dépend de l'approbation des autres, ta trajectoire dépendra toujours de l'humeur de la foule. Or, la foule n'a jamais construit un destin. Elle l'observe ou elle le détruit. À ce niveau, tu dois apprendre à gérer quelque chose de délicat, la jalousie que tu reçois sans l'avoir cherchée. Quand tu montes, certaines personnes changent autour de toi sans le dire explicitement. Elles deviennent froides, ironiques, distantes sans raison apparente. Non pas parce que tu as changé en mal, mais parce que ta progression les met face à leur propre immobilité. La jalousie est souvent une douleur muette qui cherche une sortie. Tu ne peux ni la guérir, ni l'éviter entièrement. Tu peux seulement l'anticiper intérieurement et ne pas la laisser peser sur tes choix. Beaucoup ralentissent inconsciemment pour ne pas provoquer ce malaise, pour rester acceptables dans leur groupe, pour ne pas se retrouver seuls sur un chemin que personne autour d'eux ne comprend encore. Et sans s'en rendre compte, ils sacrifient leur trajectoire profonde pour préserver une paix qui n'est en réalité qu'artificielle. Il n'existe pas de paix durable dans la trahison de soi. À ce stade, tu dois accepter une vérité coûteuse et nécessaire. Plus tu montes, plus tu dois choisir entre cohérence intérieure et appartenance confortable. Entre rester loyal à ta vision, rester à l'aise dans un groupe qui n'évolue pas. Tu ne peux pas maintenir les deux très longtemps sans perdre quelque chose d'essentiel. Le regard des autres est aussi dangereux quand il est positif. Les louanges, l'admiration, les encouragements excessifs, tout cela nourrit l'ego plus vite que tu ne le perçois. Tu veux continuer à être aimé ainsi? Alors tu reproduis ce qui a été applaudi. Tu cesses d'explorer les territoires inconnus. Tu entres dans la répétition confortable.
et c'est la mort lente des trajectoires vivantes. L'évolution demande parfois de décevoir ceux qui t'aimaient pour ce que tu étais hier. Ce chapitre t'apprend une chose fondamentale sur la liberté. Tu dois redevenir intérieurement invisible, même quand tout le monde te voit. Tu dois agir comme si personne ne regardait vraiment, décider comme si personne ne commentait, créer comme si personne ne jugeait. Ce n'est pas du mépris envers les autres, c'est de l'indépendance envers toi-même. Tu peux écouter les avis avec attention, mais tu ne dois plus obéir au regard. Un homme libre n'est pas celui que personne ne regarde, c'est celui que le regard ne déplace plus de sa ligne. Tu dois également surveiller ton besoin de reconnaissance, même léger, même subtil dans ses manifestations. Dès que tu fais quelque chose principalement pour être reconnu, tu perds une partie de ton pouvoir décisionnel. Tu remets ton axe dans les mains d'autrui. Tu construis non plus à partir de ton centre, mais à partir d'un miroir. Et un miroir ne montre jamais la profondeur de ce que tu es capable de bâtir. Les grandes décisions sont rarement applaudies au moment où elles sont prises. Elles sont applaudies lorsque leurs effets deviennent indéniables aux yeux de tous. Si tu attends l'applaudissement pour décider, tu décideras toujours trop tard et trop prudemment. Le regard aime le confort du déjà connu. La vision, elle, aime l'avance sur ce qui n'existe pas encore. À partir de ce stade, tu dois apprendre à être seul, même au milieu des autres, à ne pas chercher d'alliés émotionnels pour chaque pas important, à porter certaines décisions sans témoin et sans validation préalable. C'est pour cela que les trajectoires hautes deviennent progressivement silencieuses. Plus tu montes, moins tu ressens le besoin d'expliquer. Plus tu montes, plus tu assumes seul ce que tu as décidé. Ce chapitre est une coupure symbolique dans ton rapport au monde extérieur. Tu ne travailles plus pour être validé par les autres. Tu travailles pour être juste envers toi-même. Tu ne cherches plus à être applaudi, tu cherches à être aligné. Tu ne cherches plus à convaincre, tu cherches à bâtir quelque chose de solide et de vrai. Cette bascule est rare parce qu'elle impose de renoncer à une des drogues les plus universelles qui soit, l'approbation. Mais quand tu t'en détaches vraiment, quelque chose de radical se produit en toi. Tu retrouves une liberté d'action que tu n'avais même pas au tout début de ton chemin. Une liberté qui ne cherche plus à plaire pour exister. Une liberté qui n'a plus peur de déranger par sa seule présence. Une liberté qui ne s'excuse plus d'avancer là où peu ose aller. Et c'est cette liberté-là qui donne naissance aux trajectoires les plus imprévisibles et les plus puissantes. Parce qu'un homme qui n'agit plus pour son image, agit enfin pour la vérité de sa ligne. Et à partir de là, plus aucun regard extérieur ne peut réellement le détourner de ce qu'il est venu construire. Ce n'est pas le corps qui lâche en premier dans cette phase de ta vie, c'est le sens. Tu peux encore travailler, encore produire, encore décider avec efficacité. Mais intérieurement, quelque chose s'est asséché sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu n'es pas fatigué physiquement, tu es fatigué en profondeur. Et cette fatigue-là est la plus dangereuse de toutes. Non pas parce qu'elle t'empêche d'avancer, mais parce qu'elle t'enlève la joie de construire. Alors tu continues par inertie, tu produis encore, tu gagnes encore, mais tu ne vibres plus. Pense à un homme qui a tout construit patiemment, l'indépendance financière, la reconnaissance, la liberté d'organisation. Chaque matin, il repousse le moment de commencer, pas par paresse, par vide intérieur. Il n'a plus faim, il ne souffre pas, il n'est pas malheureux au sens ordinaire du terme, il est simplement éteint. Et cette extinction lente détruit plus sûrement qu'un échec brutal. Un échec te réveille. Le vide, lui, t'anesthésie progressivement. La fatigue de l'âme ne vient pas d'un excès de travail. Elle vient du décalage entre ce que tu fais et ce que tu es devenu. Tu continues parfois à courir après des objectifs qui correspondaient à une version antérieure de toi. Des rêves conçus par l'homme d'hier pour l'homme d'aujourd'hui qui a changé sans le remarquer.
Et ce décalage crée une lassitude sourde et persistante. Ce n'est pas que tu n'aimes plus avancer, c'est que tu n'aimes plus la direction dans laquelle tu avances. À ce stade, beaucoup s'autodétruisent de manière subtile. Excès, distractions recherchées, ruptures inutiles, décisions impulsives qui n'ont aucun sens logique. Non pas parce qu'ils veulent tomber, mais parce qu'ils veulent ressentir quelque chose de réel. On détruit parfois uniquement pour prouver qu'on est encore vivant. Ce chapitre t'impose une pause intérieure, pas un arrêt de tout ce que tu construis, une clarification profonde du pourquoi. Pourquoi tu te lèves encore chaque matin? Pourquoi tu continues là où d'autres ont abandonné? Pourquoi tu veux encore plus que ce que tu as déjà? Si la réponse est floue ou inexistante, la fatigue s'installe et s'approfondit. Si la réponse est nette et vivante, la fatigue recule. La motivation revient toujours quand le sens est propre. Elle disparaît toujours quand le sens est pollué par l'ego, par l'habitude, par l'image que tu veux donner, par la comparaison stérile, par la routine vidée de tout élan véritable. À ce niveau, ton ennemi n'est plus la peur du départ, c'est l'automatisme de la réussite. Tu avances parce que tu as toujours avancé. Tu produis parce que tu sais produire. Tu gagnes parce que tu connais le chemin. Mais tu ne sais plus exactement pourquoi. Un homme sans pourquoi finit toujours par se trahir sur le comment. Il bâcle sans s'en rendre compte. Il s'absente émotionnellement de ce qu'il fait. Il devient mécaniquement efficace, mais intérieurement absent à sa propre vie. Ce chapitre t'invite à quelque chose de rare et de courageux. Redevenir vivant dans ta propre trajectoire. Pas en détruisant ce que tu as construit, en réajustant la source de ce qui te fait bouger. Tu n'as pas besoin de tout reconstruire depuis zéro, tu as besoin de purifier ce qui te fait avancer. Le feu ne revient pas par la quantité d'actions supplémentaires, il revient par l'alignement entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment devenu. À ce stade, tu dois apprendre à alterner tension et espace, travail exigeant et silence choisi, construction intense et respiration profonde sans culpabilité. Si tu restes en permanence sous pression maximale, tu deviens dur comme du bois mort. Si tu ne respires jamais vraiment, tu perds la sensibilité qui te permet de créer quelque chose de vivant. Et un bâtisseur sans sensibilité finit par devenir un simple opérateur, efficace mais creux. Le vide n'est pas une perte de performance, il est un régénérateur de clarté intérieure. La fatigue de l'âme vient souvent d'un excès de contrôle exercé sur tout. Tu veux tout maîtriser, tout sécuriser, tout anticiper. Et en faisant cela, tu étouffes ta propre spontanéité, ton propre étonnement face au monde, ton propre jeu intérieur. Or, sans jeu intérieur, la réussite devient une prison aux barreaux dorés. Tu dois réintroduire de l'espace dans ta vie, du silence, de l'inutile apparent, de l'inattendu. Pas pour fuir ce que tu construis, pour te rappeler que tu es vivant au-delà de tes résultats. Tu dois aussi cesser de te définir uniquement par ce que tu produis. Tu es plus vaste que tes chiffres, plus profond que tes derniers résultats, plus ancien que tes succès récents. Si tu te réduis à ton rendement, tu t'assèches lentement. Un fleuve qui ne vit que pour irriguer finit par disparaître lui-même. La fatigue invisible est un signal noble quand tu sais l'interpréter. Elle te dit que tu es prêt pour un autre étage de maturité. Pas un étage de performance supplémentaire, un étage de conscience. Tu n'as plus besoin de prouver à la même intensité qu'avant. Tu as besoin de ressentir juste. Et ressentir juste n'est pas devenir faible, c'est devenir précis à l'intérieur de ta propre vie. À ce niveau, les grandes questions reviennent, pas dans le bruit de l'action, dans le calme que tu auras enfin accepté. Qu'est-ce que je veux vraiment transmettre?
Qu'est-ce que je refuse désormais de sacrifier pour avancer? Qu'est-ce que je ne suis plus prêt à payer, même pour gagner davantage? Ces questions ne te font pas perdre de l'argent. Elles t'empêchent de perdre quelque chose de bien plus précieux. Beaucoup d'hommes gagnent tout et se perdent eux-mêmes dans le processus. D'autres perdent parfois et se retrouvent. Le second groupe est toujours plus redoutable sur le long terme. Parce qu'un homme qui se retrouve sait exactement pourquoi il avance. Ce chapitre marque un point de bascule rare dans une trajectoire. Tu ne construis plus uniquement ta réussite extérieure, tu commences à construire ta paix à l'intérieur de cette réussite. Tu ne veux plus seulement monter, tu veux durer sans t'éteindre en chemin. Et cette exigence-là est infiniment plus haute que celle de la simple performance mesurable. Si tu traverses ce passage sans fuir dans le plaisir ou t'anesthésier dans l'agitation, tu accèdes à une force nouvelle, une force qui n'a plus besoin de pousser pour avancer, elle attire naturellement. Une présence qui ne s'impose plus, elle s'installe. Et à partir de ce moment, tu n'es plus seulement un homme qui monte, tu deviens un homme qui rayonne sans se consumer dans sa propre lumière. Il arrive un moment dans une trajectoire où tu n'as plus vraiment de problèmes urgents à résoudre, plus de survie, plus de panique, plus de chaos apparent à gérer. Tout est en place, les ressources circulent, les systèmes fonctionnent, le rythme est établi. Et c'est précisément là que beaucoup meurent intérieurement sans jamais tomber extérieurement. Ce moment porte un nom, c'est le point zéro. Plus de tension visible, plus d'urgence qui te tire du lit, plus d'ennemis clairement identifiables. Autrefois, tu avançais pour sortir du manque, puis pour bâtir quelque chose de concret, puis pour prouver ce que tu valais, puis pour durer. Maintenant, plus rien ne te menace vraiment. Et sans menace, l'esprit peut s'éteindre progressivement, doucement, sans bruit. Un homme atteint tout ce qu'il s'était fixé comme horizon. Le niveau de vie voulu, l'indépendance cherchée, le respect gagné. Autour de lui, tout est calme, trop calme. Il n'a plus rien à conquérir qui l'oblige vraiment. Il se lève chaque matin sans feu intérieur. Il n'est pas triste, il n'est pas malheureux au sens classique du terme, il est vide de poussée. Il ne chute pas, il s'immobilise. Et l'immobilisation prolongée est plus mortelle que n'importe quel échec. L'échec te réveille en sursaut, l'immobilisation t'endort en souriant. Le point zéro est un luxe dangereux parce qu'il ne fait pas mal. Il n'y a plus d'urgence pour te réveiller, plus de murs à traverser, plus de pression extérieure pour t'obliger à bouger. Et sans pression, tu peux te dissoudre dans le confort de ce que tu as déjà bâti. À ce stade, l'homme se sépare en deux catégories distinctes. Ceux qui s'endorment dans le confort du plateau atteint et ceux qui créent délibérément une nouvelle verticalité. La majorité s'endort. Ils consolident, ils optimisent, ils sécurisent ce qu'ils ont. Ils cessent de risquer, ils cessent d'explorer, ils cessent de se défier eux-mêmes. Ils deviennent les gestionnaires soigneux de leur propre passé. Le point zéro est le moment où plus rien ne t'oblige, sauf toi-même. Tu n'as plus d'excuses, plus de bourreau extérieur, plus d'ennemis utiles. Il ne reste que ta responsabilité nue face à ce que tu veux vraiment devenir. Tu dois poser une question radicale et honnête. Si je n'avais plus rien à prouver à personne, est-ce que je continuerais quand même à me pousser vers l'avant? Si la réponse est non, ta trajectoire est déjà en train de s'éteindre lentement. Le danger ici n'est pas l'abandon brutal, c'est la tiédeur. Tu continues, mais sans feu, sans vision neuve qui t'excite vraiment, sans nécessité intérieure qui te tire du sommeil avant l'alarme. Tu deviens correct, efficace, mais remplaçable par n'importe quel autre opérateur compétent. Le monde n'a jamais été transformé par des hommes tièdes. Le point zéro exige une décision rare et coûteuse. Se recréer un vertige volontaire,
pas par besoin matériel, par choix conscient. Créer une nouvelle montagne intérieure, un nouveau territoire à explorer, une nouvelle exigence envers soi-même. Pas pour accumuler davantage, pour rester tranchant dans un monde qui émousse tout ce qui ne se défie plus. À ce stade, tu dois sortir du calcul rationnel habituel. Tu ne peux plus fonder ta prochaine montée sur un besoin matériel identifiable. Il te faut un enjeu existentiel, quelque chose qui dépasse ton confort actuel, quelque chose qui t'oblige à redevenir élève dans un domaine où tu ne maîtrises pas encore. Les grands hommes renaissent plusieurs fois dans une vie. Les autres optimisent indéfiniment leur première version jusqu'à l'usure complète. Tu dois redevenir maladroit quelque part, redevenir débutant dans quelque chose qui compte, redevenir vulnérable par choix délibéré. Sinon, tu vas lentement t'enterrer sous l'épaisseur de ta propre stabilité. Le point zéro te confronte à une vérité nue. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running. Tu n'es plus porté par le désir de devenir quelqu'un. Tu dois désormais choisir de l'être pleinement, chaque jour, sans promesse extérieure pour t'y obliger. Avant, tu étais tiré par l'avenir qui t'attendait. Maintenant, tu dois te tirer toi-même par la seule force de ta volonté créatrice. Peu de personnes supportent ce niveau de liberté absolue. Beaucoup préfèrent s'inventer des problèmes artificiels, des urgences fabriquées, des drames inutiles. Parce que le chaos donne au moins l'illusion d'une aventure en cours. Mais l'aventure la plus haute et la plus exigeante commence précisément quand plus rien ne pousse de l'extérieur. Ce chapitre marque la fin de toutes les excuses possibles. Plus de manque à fuir, plus de contraintes extérieures à surmonter.
juste toi face à ta capacité de création pure. Soit tu redeviens un explorateur qui accepte de se perdre parfois pour trouver mieux, soit tu deviens un conservateur soigneux de ce que tu as déjà. L'explorateur se perd parfois, le conservateur se fiche toujours. Tu dois aussi accepter que personne ne t'applaudira pour ta prochaine montée intérieure. Elle sera silencieuse, invisible aux yeux du monde. Et pourtant, elle décidera de tout ce que tu laisseras derrière toi. Tu ne seras plus porté par l'admiration des autres. Tu le seras par la justesse de ce que tu choisis d'être. Le point zéro est l'endroit où l'homme cesse d'être un survivant habile. Il devient un créateur conscient. Et cette bascule est la plus exigeante de toutes parce que tu n'as plus rien à fuir. Tu as seulement quelque chose d'immense à devenir. Tu n'es plus dans la survie, tu n'es plus dans la conquête, tu n'es plus dans la démonstration de ce que tu vaux. Tu entres dans l'influence réelle. Et l'influence réelle ne se mesure pas en audience, en abonnés, en chiffres de portée. Elle se mesure en transformation. Combien d'êtres se redressent parce que tu tiens droit? Combien osent parce que tu oses sobrement? Combien ralentissent leur propre chute parce que tu refuses de tricher? La véritable influence n'est jamais spectaculaire en surface. Elle agit dans les décisions silencieuses que les autres prennent seuls, la nuit, sans que tu le saches jamais. À ce stade, tu comprends vérité froide et profonde. Tu n'as jamais travaillé uniquement pour toi, même quand tu le croyais sincèrement. Chaque choix difficile, chaque renoncement, chaque rigueur maintenue dans l'invisible construisait déjà un modèle que d'autres allaient un jour observer et utiliser sans te le dire. Tu as toujours été regardé, même quand tu te croyais seul. Ce dernier chapitre te fait entrer dans une responsabilité d'un autre ordre. Tu ne peux plus te permettre certaines lâchetés, certaines bassesses, certaines distractions. Non par morale au sens conventionnel, par cohérence énergétique avec ce que tu représentes désormais. Quand tu tombes aujourd'hui, ce ne sont plus seulement tes propres genoux qui touchent le sol. Ce sont aussi ceux de ceux qui te regardent en silence et qui ont fondé une partie de leur courage sur le tien. Tu n'as pas demandé ce rôle, tu l'as construit par ta tenue quotidienne. L'erreur à ce niveau serait de vouloir devenir exemplaire au sens parfait du terme. L'exemplarité est souvent un masque qui finit par étouffer. Tu n'as pas à être parfait, tu dois rester vrai. Vrai dans ta rigueur, vrai dans tes erreurs assumées, vrai dans tes limites reconnues, vrai dans tes silences. Les hommes ne se transforment pas au contact d'une figure idéale et inaccessible. Ils se transforment au contact d'une figure droite et humaine. La droiture n'impressionne pas, elle stabilise ce qui vacille autour d'elle. Ta réussite ne te donne aucun privilège intérieur, elle t'enlève toutes les excuses restantes. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus dire que tu feras plus tard. Tu ne peux plus dire que ce n'est pas encore le moment. Tu sais, et tu sais que tu sais. C'est cela qui rend ce niveau si exigeant et si libre à la fois. La transmission commence maintenant. Pas quand tu enseigneras formellement, pas quand tu prendras la parole devant un public. Elle commence déjà dans la manière dont tu tiens ta vie chaque jour ordinaire, ce que tu refuses de négocier quand personne ne regarde, ce que tu refuses de salir quand tu pourrais le faire sans conséquences visibles, ce que tu refuses de trahir, même quand ce serait plus confortable. C'est cela que les autres absorbent sans que tu prononces un seul mot. Tu n'as pas besoin de discours pour transmettre ce qui compte vraiment. Ta tenue suffit. À ce niveau, tu peux tout faire, et c'est précisément pour cela que tu dois choisir avec une précision extrême. Le pouvoir te permet de faire le mal sans conséquences immédiates visibles. Et c'est ce point précis qui révèle définitivement l'homme. Beaucoup gagnent leur liberté, peu gagnent la noblesse d'en être dignes. Être digne de ta liberté, c'est ne pas t'en servir pour écraser ce qui est plus petit. C'est ne pas t'en servir pour jouir sans conscience de ce que tu consommes. C'est ne pas t'en servir pour fuir ce qui t'incombe vraiment.
Un homme libre qui fuit devient dangereux pour l'eau lui-même. Un homme libre qui assume devient rare et précieux pour le monde. La dernière ascension ne concerne plus ta réussite mesurable. Elle concerne ta hauteur intérieure face à ta propre puissance. Tu n'es plus là pour accumuler sans fin. Tu es là pour orienter avec conscience. Où va ton énergie chaque jour? Où va ton argent? Où va ton temps? Où va ton attention profonde? Ces 4 flux déterminent ton héritage réel, qu'il soit voulu ou construit par accident. Tu peux construire un monde qui rend les autres dépendants de toi ou un monde qui les rend souverains d'eux-mêmes. Tu peux produire de la peur autour de toi ou de la clarté. Tu peux nourrir le bruit ou structurer le silence fertile. C'est maintenant que tout se joue pour de vrai et pour longtemps. Ce livre ne t'a jamais parlé d'objectifs, comme on parle à quelqu'un qui a besoin d'être convaincu. Il ne t'a pas promis des raccourcis vers une vie sans friction. Il t'a guidé à travers des seuils que très peu acceptent de traverser consciemment et complètement. Tu as appris à ne plus obéir à tes peurs comme à des oracles, à tenir ta parole même dans le silence et l'absence de témoins, à choisir ton environnement comme on choisit le terrain sur lequel on construit, à déjouer l'ego quand il se déguise en assurance, à structurer ta relation à l'argent avant qu'il ne révèle tes failles, à survivre au regard des autres sans te laisser orienter par lui, à traverser la fatigue de l'âme sans fuir dans la destruction, à te recréer au point zéro quand plus rien ne t'oblige, et enfin, à porter ta puissance avec la calme sobriété de celui qui sait ce qu'il représente. Tu n'es plus un homme en recherche de lui-même, tu es devenu un homme en position. Mais ce que tu fais de cette position t'appartient entièrement et irrémédiablement. Tu peux devenir un poids pour le monde ou une colonne sur laquelle certains s'appuient. Tu peux devenir un exemple de dureté froide ou un exemple de stabilité chaude. Tu peux devenir un écho de plus dans le bruit ambiant ou une source dans un paysage asséché. Tout ce que tu as construit jusqu'ici n'avait qu'un seul but réel, t'emmener assez loin pour que tes actes comptent au-delà de ta seule personne. À partir de maintenant, chaque jour est un choix silencieux entre 2 destins. Celui de l'homme puissant qui consomme sa puissance pour lui seul, et celui de l'homme puissant qui structure quelque chose qui lui survit. Le premier est facile pendant un temps, le second transforme durablement ce qu'il touche. Tu n'as plus besoin de prouver, tu as besoin d'incarner, et ce que tu incarnes dépasse déjà ton seul nom. Si ce livre a éveillé quelque chose de stable et de vivant en toi, alors cette trajectoire ne fait que commencer. Abonne-toi à Succès Livre Audio pour continuer ce travail en profondeur. La prochaine étape t'attend déjà.